Jean- Jean-Charles avec nous. Oui, Alors, je suis là. Attends, je te vois pas, Jean-Charles. j'entends Jean-Charles. J'ai mis un... Ça y est, Voilà. je te vois. Ça y est, Oui. c'est bon. Bon, tu as eu le temps de prendre un verre. Oui, pas de problème, j'ai ça. Qu'est-ce que tu as pris comme vin? Ah, j'ai pris un Général 2014. Ah. Bon, Hein, on va se mettre au garde à vous alors. Hein. ah, tu fais comme tu veux. Bon, écoute, on est déjà à 5, on a 186 personnes d'inscrits. Oui, c'est pas mal. Ouais, et en général, voilà, il y en a la moitié qui vient, enfin, voilà, moitié à peu près qui vient, et les autres personnes regardent en replay, quoi. D'accord. On est déjà à 55 déjà. Donc tout le monde est là. Hello. Ouais, attends, je vais Et on vient couper du monde entier, apparemment. Ah oui, il y a, ouais, mais enfin, la Corse représente déjà à elle seule le monde entier. C'est à peu près ça. Jean-Charles. Hein? Oui, C'est la réputation de Jean-Charles. oui, tout à fait. Ouais. Bon, est-ce que pour chauffer la salle, vous pouvez nous faire un petit chant polyphonique là? Ah non, moi, je ne sais pas chanter. Hein. Moi, Mais Raphaël, oui, Raphaël chante très bien. J'aurais pu, mais comme tu dis, polyphonique, ça veut dire avec plusieurs voix. Allez, Donc, est-ce que tu peux nous pousser une petite chanson pour mettre l'ambiance quand même là, histoire de chauffer la salle ou pas? pourquoi pas? Attends, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais interpréter? J'ai pas prévu la guitare, là. Non, mais vas-y, a cappella. Il y a l'hymne national qui fait honneur à la Vierge Marie, qui est le Dio vi salvi Regina. Je fais juste le premier vers, comme on dit, c'est Dio vi salvi Regina. Voilà, puis je m'arrête là. Ah, c'est magnifique. On fera tout à l'heure, on clôturera là-dessus. Hein. D'accord. Une fois qu'on aura bu 3 bouteilles, ça ira tout seul. Si tu veux. Bon, ben, je vous propose qu'on commence tranquillement. Bon, déjà, un grand merci à tout le monde d'être là. Ça commence à continuer à arriver. Voilà, on est 60, un peu plus de 60. Un grand merci à Raphaël et à Jean-Charles d'être avec nous. En plus, tu as un fond d'écran incroyable. Donc, Oui, je suis devant la parcelle Montébianque, mais là pour l'instant j'ai un blanc, mais vous inquiétez pas, j'ai un rouge après hein, pour la suite. Bon, ça va. Bah, tu nous montreras la parcelle après. Hein. Bah, peut-être avant de commencer, peut-être bah, je vous laisse tous les deux vous représenter. Qui commence? Voilà, je sais pas qui veut commencer. Je commence, Jean-Charles. Allez, vas-y, Raphaël. Parce que ça durera plus longtemps avec toi. Vas-y. L'expérience est plus grande, donc je vais commencer, ça va être plus court. Moi, je suis sommelier, je suis petit-fils de vigneron de la région d'Ajaccio. Je suis sommelier depuis les années 2000, titre obtenu d'ailleurs en Italie, à Rome, où j'ai vécu quelques années. Et puis de retour en Corse dans les années 2003. J'ai créé en 2010 mon propre organisme de formation qui s'appelle l'École du vin, avec un petit jeu de mots vin en chiffres, mais ça fait évidemment surtout allusion à la noble boisson. Et puis depuis maintenant 5 à 6 ans, je crois, nous collaborons ensemble avec Franck Thomas sur des formations que nous dispensons aussi en Corse, qui sont des certifications nationales, voilà, sommelier, caviste, ambassadeur en gastronomie. Et puis parallèlement, je fais également de l'œnotourisme et des animations et un petit peu d'événementiel autour des vins corses principalement. Voilà, j'en ai terminé, je laisse la parole à Jean-Charles. Ancien président des sommeliers de Corse et puis Oui. grand amoureux de son pays. Jean-Charles, je te passe la parole. Oui, eh bien, écoutez, moi je suis donc Jean-Charles Abatucci, vigneron de son état. Je suis d'une famille vigneronne depuis très longtemps. Bon, j'ai été le premier à faire du vin en bouteille. Je suis installé dans la région au tu as fait du vin en bouteille en quelle année? J'ai commencé les premières bouteilles en 92. Ouais. Mais disons que je suis donc dans la région au sud d'Ajaccio, dans un petit village qui s'appelle Casalabriva, mais je ne suis même pas en plus au village, je suis en pleine
en pleine campagne, sur un lieu-dit. Et donc, je suis au milieu du domaine ici. Je suis désolé d'intervenir, mais Oui. on entend très mal Jean-Charles. Ah, merci en tout cas, c'est gentil, merci. C'est haché. D'accord. Je vais monter le son. Là, vous m'entendez là? Non, mais je vous entends, mais mieux parfois c'est haché, quoi. Ah oui, mais bon, ici, la liaison, c'est compliqué. Demande aux gens qui pédalent, demande aux gens de pédaler plus vite. Voilà, je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Peut-être que ça marchera mieux. On regarde ça tout de suite. Allez, ça marche. Merci en tout cas. Là, ça marche mieux comme ça? Ouais, c'est plus clair, il me semble. Ouais. Pour ceux qui ne m'entendaient pas. Bon, ben, on ira dehors après pour les vignes. Hein. Ça marche. Et donc, tu nous disais, oui, tu es situé en dehors du village. On est dans le vin depuis à peu près 1500. Hein. On est arrivé en Corse et on a toujours été dans le vin. Maintenant, c'est vrai que c'est moi qui ai commencé le vin en bouteille au domaine depuis 92 avec à la base une collaboration avec le domaine Peraldi, à qui je dois quand même un grand merci parce que sans lui, ben, vous connaîtriez pas le domaine Abatouch parce qu'il m'a permis d'avancer. Bien sûr, ensuite, on va dire que j'ai fait mon propre chemin. Et depuis 2000, j'ai démarré, on va dire, tout ce suivi et cette approche avec l'agriculture biologique et la biodynamie. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 20 ans, avec au passage quand même une chance exceptionnelle, c'est que mon père, qui était président de la Chambre d'agriculture de Corse, avait fait tout un travail de sélection et de recherche des vieux cépages corses, avec une collection ampelographique qu'il a créée, où vous avez 18 variétés de vieux cépages. Alors, ils n'y sont pas tous, mais bon, il y en a déjà quand même une bonne partie. Et mon père, décédé en 76, donc juste un an après avoir fait ce travail, parce qu'il y a eu quand même un suivi pendant 10 ans sur tous ces cépages. Et donc, j'ai la chance d'avoir cette vigne qui a failli, malheureusement, et heureusement d'ailleurs, qui a failli être arrachée, mais qui ne l'a pas été. Parce qu'à l'époque, avoir des vins de table, des vins de France, ça ne se faisait pas. Donc, voilà. Après, disons que petit à petit, les résultats du bio et de la biodynamie se sont fait sentir sur le domaine. 2003, la collaboration avec le domaine Peraldi s'est arrêtée. J'ai fait des investissements dans la cave parce que j'avais une cave, mais qui était quand même plus qu'embryonnaire. Et j'avais voulu surtout me consacrer au travail dans les vignes parce qu'il y avait déjà quand même beaucoup de travail à faire. Mais à partir de 2003, j'ai fait donc à l'âge de 40 ans mon installation jeune agriculteur et j'ai pu comme ça avancer et créer ma cave qui est la cave actuelle avec tout un travail dès 2006 sur les vieux cépages corses. C'est là que j'ai commencé à faire mes cuvées collection avec bien sûr les cuvées, on va dire, prestige et les parcellaires également. Mais les cuvées, où j'ai voulu, pourquoi les cuvées générales, diplomates… Si tu veux, Jean-Charles, on rentrera dans le détail après. D'accord. Je me permets de… Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant, je suis en cours, on va dire, de passation avec ma fille Faustine, qui petit à petit va intégrer le domaine. Voilà. Quel bel avenir, quelle belle chose. Alors, merci de cette présentation. Une petite question que j'aime bien poser quand on commence les webinars à chacun d'entre vous. Le grand vin pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un grand vin pour vous? Qui c'est qui veut en dire un mot? Raphaël? On t'entend pas, Raphaël, tu as coupé ton micro. Voilà, me revoilà, pardon pour le son. Non, je peux essayer de répondre, en tout cas de donner mon interprétation à cette question. C'est toujours quelque chose de très personnel. Pour moi, le grand vin, c'est un vin un vin rare
je pense par définition aussi, un vin issu d'un terroir unique et sans aucun doute un vin qui suscite une émotion forte. Voilà. Alors après, ça peut être dû à plusieurs paramètres, le terroir lui-même, la rareté du vin ou le partage, le moment unique qu'on décidera pour consommer, pour déguster ce vin et qui en général correspond à des moments forts aussi. Voilà, en général, les grands vins se boivent dans les grands moments. Jean-Charles? Pour moi, un grand vin, c'est un vin de caractère. Ça veut dire que forcément, c'est un vin rattaché à un terroir, à un territoire, à des cépages. Pour moi, un grand vin, c'est un vin qui doit avoir des tanins, mais qui au vieillissement doivent vraiment s'assouplir. C'est un vin qui doit avoir de l'acidité et quelque chose qui est pour moi très très important, c'est de la fraîcheur. C'est vraiment c'est la fraîcheur qu'on va retrouver dans les grands vins parce que c'est souvent quand même des vignes d'un certain âge et c'est cette fraîcheur qu'on a dans le sol qu'on va retrouver dans les grands vins. J'ai la chance de goûter de temps en temps chez mes collègues vignerons des grandes bouteilles et c'est ce qui m'a toujours vraiment impressionné. C'est cette fraîcheur dans les grands vins qui fait partie, on va dire, de la colonne vertébrale des vins. Autre question, aujourd'hui, on est tous les trois plutôt dans la dernière partie de notre carrière, et avec tout le respect. Merci. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Et juste ça, non mais j'ai dit de la carrière, j'ai pas dit de la vie. Oui. Mais votre pratique de la dégustation, j'imagine qu'avec le temps, elle a évolué. Et aujourd'hui, quand vous dégustez un vin, vous y prenez comment? Alors, il y a bien sûr les phases classiques, mais de façon globale, quand vous rentrez en contact avec le vin, ça se passe comment? Raphaël, peut-être, ou Jean-Charles, comme tu veux. Oui, je peux essayer de répondre aussi. Mais alors oui, tu fais bien de dire d'une manière classique aussi, c'est-à-dire que moi je suis issu d'une école classique justement de sommelier très pragmatique, l'école de la sommellerie, hein, comme on l'a défini souvent, c'est-à-dire vraiment l'analyse sensorielle, la dégustation analytique, et donc l'œil, le nez, la bouche, la description de tout cela, l'interprétation de ce l'on observe, de ce que l'on constate, afin de faire une synthèse et donc d'avoir une idée précise du vin et d'essayer d'interpréter chacun des éléments. Mais avec l'expérience, tu disais, on fait partie de la deuxième partie de notre vie, justement, avec un petit peu d'expérience, on commence à avoir une approche différente, une approche plus émotive, une approche plus, comment dirais-je, non, moins sensitive, mais plutôt basée sur l'émotion, sur le ressenti, sur des choses dont on peut peut-être qu'on peut peut-être moins décrire, qui sont plus personnelles, qui sont plus intérieures. Et donc, une dégustation, de manière générale, débute toujours par une petite gorgée, les yeux fermés, quelque chose de très intérieur, peut-être faire appel davantage aux souvenirs, à une émotion, à un goût, à quelque chose, voilà. Et puis après, quand même, qu'on le veuille ou non, quand on est de la vieille école, on ne peut pas se débarrasser de toutes ces habitudes et on reprend les étapes les unes par les autres pour avoir peut-être confirmation ou pas. Mais souvent, la première impression est la bonne et l'émotion, de toute façon, suscite plus de choses que la froideur d'une dégustation analytique. Jean-Charles? Oui, mais pour moi, avant tout, je rattache beaucoup de choses à la terre et au terroir. Et donc, pour moi, les plus belles dégustations sont les dégustations quand je le fais sur un domaine ou une fois que j'ai touché la terre d'un domaine, d'un vigneron, je ferme les yeux et je suis dans son domaine, je ressens les choses. Je prends un exemple parmi tant d'autres, mais quand je goûte les spectacles de René Barbier et du Clos Mogador, ben je suis T'es a priori, toi. Voilà, je suis et ainsi de suite. Après, je pense que la dégustation, bien sûr,
ensuite, on a des émotions, on a maintenant, je dirais que c'est les choses que je suis en train d'expérimenter de plus en plus. Je pense qu'on peut avoir même de la vibration, je pense qu'on peut avoir de l'énergie, je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses, mais avant tout, on ferme les yeux et on est dans la parcelle ou on est dans le domaine. Une autre question pour toi, Raphaël. Comment tu définirais la Corse en un mot ou en plusieurs mots? De façon globale, la Corse viticole, j'entends. Hein. Alors, moi, j'ai pour habitude, lors des formations ou lors d'une approche très simple pour présenter le vignoble, de le faire à travers 3 mots, si tu permets. C'est qualité, parce que je crois qu'aujourd'hui, la Corse, comme les autres régions, produisent des vins de grande qualité. On maîtrise parfaitement les connaissances œnologiques, les connaissances au niveau de la vinification, du suivi de la conduite de la vigne, etc. Donc, on est capable en Corse, comme ailleurs, de faire de très bons vins, des vins d'une grande qualité globalement. Voilà. Donc, qualité, avant tout, c'est le premier mot qui vient à l'esprit. Et puis, parce qu'il y a eu un grand effort, on pourrait remontrer sur une histoire récente aussi. Hein, depuis les années 70-80, il y a eu une vraie prise de conscience et une amélioration globale de la qualité de nos vins. Et puis, le deuxième mot, c'est peut-être diversité. Parce que sur notre île, grâce à une diversité ampélographique à laquelle faisait allusion tout à l'heure Jean-Charles, Les cépages, voilà. et oui, des cépages très différents, de nombreux cépages endémiques, ou en tout cas méditerranéens, de cette partie-là du globe même, qui sont propres à notre île, qui constituent l'histoire de notre île. Et grâce à cette grande diversité de cépages, et même grâce à une grande diversité, cette fois-ci géologique, la Corse est essentiellement granitique, mais elle peut être aussi schisteuse par endroits, calcaire aussi, graveleuse, et puis, etc. Donc, une grande diversité géologique et ampélographique qui va donner qui vont donner une grande diversité au spectre, je dirais, de vins produits sur l'île. Et enfin, le troisième mot, c'est certainement celui de la typicité, parce que justement, la Corse est une montagne dans la mer, donc à cet effet, c'est déjà en soi une spécificité, un caractère singulier de nos vins issus de ces cépages justement identitaires, et donc voilà, une vraie typicité, un vrai caractère. Donc en 3 mots, hein, qualité, diversité et typicité. Jean-Charles, moi j'aimerais te poser une question sur, tu as commencé à aborder le sujet dans l'historique de ton domaine, le renouveau des cépages, enfin le renouveau avec les cépages ou grâce aux cépages anciens. Et justement à cette diversité, cette typicité qui est traduite dans tes vins. Et pour moi quelque chose, et je travaille de plus en plus là-dessus, quelque chose qui est très très important et qui fait partie vraiment de la Corse, c'est l'histoire. Je suis de plus en plus, pour moi, un vigneron qui travaille de façon historique. C'est-à-dire que je zappe le XXe siècle parce que, bon, on a tout fait et rien fait. Par contre, en Corse, vous savez, ça fait juste 3000 ans qu'on fait du vin. Et ce qui m'intéresse, c'est comment les anciens travaillaient avant. Et c'est par rapport à toute cette approche que j'ai, notamment grâce aux relations que j'ai, que Raphaël connaît très bien aussi, Fabien Gaveau, qui est historien, qui travaille à la faculté de Dijon et qui est en collaboration aussi avec le CNRS de Dijon, qui malheureusement, comme je n'ai pas eu moi mes grands-parents, mon père, pour m'apprendre un peu toute cette histoire, Fabien me donne beaucoup d'informations. Et ensuite, en observant les choses, on se rend compte que, ben oui, en fait, on n'a rien inventé au XXe siècle, bien au contraire. Et pour moi, l'histoire viticole de la Corse, c'est juste un joyau. C'est juste quelque chose, pas d'unique, mais bon, on est en plein milieu de la Méditerranée. Ça a toujours été une terre de brassage, une terre d'échange, une terre d'opportunités, avec des résultats qui sont à aujourd'hui de plus en plus reconnus, mais qui sont pour moi extraordinaires. Quand vous voyez des cépages comme le Chacarello, c'est un cépage… Quel grand cépage, hein. Oui. Quel grand cépage. C'est Anne-Claude Lefebvre qui me disait ton Chacarello, Jean-Charles, c'est un pinot sauvage.
Sauf que par rapport au pinot, le chacarel est capable de s'adapter beaucoup plus aux périodes actuelles de réchauffement climatique, de sécheresse, de canicule. Ils ont prévu d'implanter à la Romanée-Conti apparemment. C'est possible. C'est possible. Mais tout se greffer. Ce qui se passe, c'est que tout ça, c'est des réflexions, mais attention, avec quand même, on va dire, la bonne chose du XXe siècle, qui est la biodynamie, avec tous ces principes, en sachant là aussi que, bon, Steiner a bien dit que chacun fasse sa propre biodynamie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même biodynamie en Corse et en Alsace. C'est-à-dire, bien sûr que les préparations vont être les mêmes, mais l'approche qu'on va avoir, elle est forcément différente parce que chaque chose est différente. Mais pour moi, voilà, c'est vrai que la Corse, bon, malheureusement, les vins en bouteille, c'est quand même assez récent, mais avec donc une histoire récente. Mais je suis sûr que si on pouvait, mais c'est pas possible, hein, goûter des vins plus anciens, ça serait très intéressant. D'ailleurs, la famille de Raphaël, les Bianchetti, quand vous goûtez certaines cuvées à base de chacarel qui datent même des années 2000, hein, des années même 1950, 1960, vous avez des vins exceptionnels. Ouais. Et vraiment, pour moi, je dirais que je fais de plus en plus de recherches, mais ces recherches sont toujours couplées à un travail de réflexion historique. Donc, c'est pour moi une richesse qu'a la Corse par rapport à cette histoire ancienne, méconnue, mais avec quand même énormément d'informations parce qu'on a toute une période de l'agriculture en Corse avec tout ce suivi, avec les dominations génoises, phéniciennes, avec énormément d'informations. Je vous donne un exemple, enfin je ne sais pas après si on rentrera dans le détail, mais on parle en Corse régulièrement de vignes de 200-300 ans. À aujourd'hui, c'est juste impossible, à part dans le Péloponnèse où vous avez des vignes à enroulement dans le sable qui ont 200 ou 250 ans. Sauf que en fait, faut juste se poser la question, c'est quand il parlait de vignes de 300 ans, c'était les racines qui avaient 300 ans. Bien sûr, ouais. La vigne, et pour nous en biodynamie, tout ce qui est extérieur, c'est la plante. La plante avait été régénérée une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Quand tu parles de régénération, tu parles de greffage, de choses comme ça. Voilà, tout à fait. Greffage, surgreffage. Et j'ai même mis en application une technique qui s'appelle le recépage. Voilà, le recépage, et que chez moi, j'ai appelé l'appel du pied. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un œil qui repart du pied, je le sélectionne. Et comme ça, en fait, je régénère la plante régulièrement. Est-ce qu'il y a il y a une question qui nous est posée par M. Guillard. Est-ce qu'il y a des francs de pied chez toi? Est-ce qu'il y en a en Corse? Alors, ça, c'est une bonne question, mais je n'y répondrai pas. D'accord, ok, pas de problème. Raphaël, tu veux répondre ou pas? On pourrait répondre. Il y a une vigne qui est dans le Sartenay qui serait pré-phylloxérique selon ses propriétaires. Donc, voilà. Oui, donc, voilà. Oui, on a compris que c'était une question omerta, donc on passe à autre chose. Je veux pas de problème. Moi, je viens bientôt en Corse, donc je veux pas de problème. Ce sont d'ailleurs des sols très sablonneux. Des essais sont en cours, voilà. En tout cas, ceux qui existent, en l'occurrence, auxquels je fais allusion, ce sont sur des sols sablonneux, là où le phylloxéra ne se développait pas, comme par exemple en Camargue ou ailleurs. Juste pour vous dire, pour moi, tout ce qui est maladie, y compris le phylloxéra, ce sont des problèmes de dérèglement, désorganisation, dégénérescence. Grâce à la biodynamie, grâce à une observation, grâce à un suivi dans mes vignes, on régénère les choses. Donc, vous comprenez que après tous ces problèmes, je ne dis pas qu'ils disparaissent, mais bon, je prends le problème, le problème, par exemple, actuellement de l'ESCA.
il faut savoir, en milieu Tu méditerranéen… peux peut-être juste rappeler, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'ESCA, peut-être, est-ce que tu peux rappeler juste en 2 minutes ce que c'est, Oui, Jean-Charles, s'il te plaît? l'esca, c'est une maladie du bois, c'est un champignon qui attaque le bois et qui, en fait, fait… l'esca, une fois qu'il est installé, Dans le n'est cep, pas hein. forcément… Voilà, il s'installe dans le cep, mais il n'est pas forcément toujours visible. Hein. C'est pour ça que souvent, des vignes qui ont de l'esca, vous allez avoir une année où vous allez avoir des symptômes, on va dire, et puis une année, vous n'aurez rien. Et puis l'année d'après ou 2 ans après, eh bien, le pied disparaît complètement parce qu'il a la forme apoplectique de l'esca, c'est-à-dire qu'en pleine végétation, fin juin, début juillet, quand on est à la période où la véraison se fait, ben vous avez le pied qui se dessèche complètement et qui meurt instantanément. Donc ça, par exemple, moi, j'ai fait un suivi pendant 15 ans sur toutes ces maladies, les maladies du bois, avec des résultats assez exceptionnels, en sachant que tout ça sous l'égide et sous la coordination du Centre de recherche viticole de Corse. Hein. Je ne suis pas à faire mes petites recherches dans mon coin. Maintenant, c'est vrai que j'expérimente beaucoup de choses. Et donc, bon, je me documente aussi sur des écrits anciens. Et vous voyez, par exemple, j'ai lu dans un livre qu'à l'époque, les scientifiques, fin 18e, s'étaient rendu compte, fin 19e, pardon, s'étaient rendu compte qu'il y avait des vignes dans le Jura qui poussaient et qui grandissaient et qui étaient récoltées dans les arbres. Oui, c'est ce qu'on appelle enfin, on le retrouve en Savoie, par exemple, à Marin, ce qu'on appelle les Voilà. crosses, etc. Et que ces Et en vignes-là, Italie aussi. voilà, et que ces vignes-là n'étaient pas touchées par le phylloxéra. Alors, Donc, petite, après, il y a petite peut-être une histoire de flux de sève, de pompe. Enfin, Alors, ça, c'est quelque j'ai chose. une anecdote à vous partager là-dessus. J'ai eu la chance de faire un magnifique voyage au Chili il y a 3 ans. Et j'étais à Cachapoal. Il y a donc 4 hectares de Carignan et de Cinsault. C'est un petit domaine qui s'appelle Villa Lobos, hein, pour ceux qui veulent chercher. C'est assez impressionnant parce que en fait, la vigne est mélangée dans les arbres, dans les ronces. Il n'y a aucune intervention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taille, il n'y a rien. Tout est bon. Après, au Chili, c'est du franc de pied de facto. Et en fait, la taille est assurée par des chevaux qui sont lâchés dans la parcelle clôturée. Donc les chevaux rognent, etc. Et donc on a des grappes qui sont, en termes de forme de grappe, on a des grappes qui sont très lâches, qui sont avec peu de raisin. Et voilà, et j'ai eu la chance de goûter, se goûter ce vin-là. Et il y a une énergie incroyable dans ces vins, quoi. C'est des vins qui ont peu de couleurs, par contre qui ont une vibration assez forte. Ouais. Et voilà, bon, je te repasse la parole, Jean-Charles, pardon. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Moi, je pense que le 21e siècle va être le siècle de la redécouverte de la nature, de la notion de… vous savez, pour moi, on va dire, ma phrase, quand les gens viennent au domaine, c'est tout simplement de dire, quand on fait un pas vers la nature, elle en fait 10 vers vous. Et moi, je cours vers la nature. Et les résultats, ils sont juste extraordinaires. Pourquoi ? Parce que je fais confiance à mes vignes, je fais confiance à ma terre. Elle me le rend 100 fois. Tu la respectes ? Bien sûr, bien sûr. Tu l'aimes ? Non seulement je la respecte, mais je l'honore. Parce que pour moi, c'est vraiment et quelque chose qu'on a complètement oublié, mais qui a plus que son importance, hein, c'est l'eau. Vous savez que l'eau, la mémoire de l'eau qui est dans le sol, malheureusement maintenant, elle véhicule tout un tas de produits désherbants, produits chimiques. Mais quand vous vous retrouvez dans un domaine comme chez moi, où en fait le domaine fait une centaine d'hectares, tout est en biodynamie, mes animaux sont suivis par homéopathie parce que j'ai un troupeau aussi de brebis. Il y a 8 hectares qui sont travaillés au cheval depuis maintenant 10 ans. Mais je peux vous dire que c'est autre chose. Moi, chez moi, l'eau revient. J'ai une source d'eau potable qui coule, même en plein été, à 8 mètres cubes jour d'eau potable. Donc, voilà. Et j'ai compris, par exemple, que
sur certaines parcelles. Mais ça, c'est quand vous venez au domaine que j'explique tout ça. Mais comment les racines descendent, fracturent le granit et l'eau remonte par capillarité. Donc, et donc, tout il y a beaucoup moins de stress hydrique, quoi. Voilà. Ben, vous savez, chez moi, souvent les gens, quand ils viennent en plein été, ils me disent c'est pas possible. Tu arroses la nuit parce que la vigne, bon, hormis un problème majeur, mais qui est en train d'être résolu, en tout cas sur le domaine, c'est le problème du soleil sur les grappes, particulièrement de Chacarel. Parce que le Chacarel est très sensible au soleil. Mais là, c'est pareil, si on se retourne un peu dans l'histoire et qu'on regarde, ben, les anciens… Les treilles. Non, encore mieux que ça. C'est que bon, quand il fait très chaud, qu'on est sur la plage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met un parasol. Eh bien, le parasol naturel de la vigne, c'est le gobelet. Le gobelet, oui, bien sûr. Le gobelet. Donc, moi, maintenant, je commence à refaire des plantations en gobelet. Et à partir du moment où le soleil, il est au plus chaud, on va dire, les rayons du soleil sont au plus chaud quand il est au zénith. Donc, bon, si vous avez le feuillage sur le raisin, eh bien, il y a plus de problème. Hein. Après, il y a aussi le fait que, justement, vos racines vont plonger en profondeur, que vous allez avoir un système racinaire important avec des mycorhizes, avec tout un échange avec le sol. Et du coup, vous n'aurez plus ce problème de stress hydrique. Donc, entre le problème de stress hydrique réglé et le problème du soleil réglé, ben, vous sortez une cuvée Montebianco, par exemple. Ouais. Bon, on va venir dans le détail des cuvées après. Petite question à toi, Raphaël. Est-ce que tu peux nous dire peut-être alors, je te challenge en 3-4 minutes, les différentes AOP Corse, leur caractère, voilà, de façon un peu synthétique. Et Oui. sans parler peut-être d'Ajaccio, parce que on laissera à Jean-Charles la primauté de nous faire vibrer autour d'Ajaccio. Alors, je ne sais pas si Jean-Charles parlera avec tant d'enthousiasme que tu le dis de l'AOP Ajaccio. Hein. Il parlera de ses vins. Il rigole voilà. déjà parce que je connais sa réponse. Moi. Non, Mais, de la non, région. non, mais évidemment. Non, mais justement, on va te laisser répondre. Je ne vais pas répondre à ta place. Oui, Je me suis dit, pardon, j'en rigole. Mais non, mais la Corse, en quelques mots, même en incluant là aussi Ajaccio, c'est d'abord, je dirais, par ordre chronologique, la création en 68 de l'AOP Patrimoine, hein, qui est située dans le nord-ouest de la Corse, au pied du Cap Corse, et qui est sur des sols granitiques, essentiellement calcaires, même si il y a quelques influences, je dirais, schisteuses et même granitiques par endroits, c'est essentiellement calcaire et c'est une appellation qui met en avant magnifiquement le cépage Nielouch, où le cépage Nielouch se révèle vraiment bien, ainsi que le Vermentino, bien sûr, pour les vins blancs. Alors, est-ce que l'Egneluccio est un cépage corse ou un cépage italien? Je suis un peu de prof. Non, moi je ne me vexerai pas. Je dirais que c'est le cousin germain Oui. du Sangiovese auquel tu fais allusion. Je ne pouvais pas résister. Je pouvais pas En résister. même temps, je vous invite à prendre une carte géographique et puis vous verrez combien la Corse était très étroitement liée à l'histoire de la Et Toscane. et puis les tours génoises, tout ça, enfin voilà. Les tours génoises, oui, puis géographiquement, voilà, la Toscane, on la voit de Bastia tous les jours, hein, c'est l'île d'Elbe, par exemple, mais donc c'est vraiment très proche. Donc il y a bien sûr, il y a une influence historique, et puis on retrouve ce Sangiovese en Corse, sous le nom de Nielouch, on peut le dire comme ça. Voilà, ça c'est pour patrimoine, hein, une appellation qui produit, donc la plus ancienne, qui produit certainement des vins avec un fort caractère, des vins rouges puissants, structurés, puis des blancs très minéraux et aromatiques également. Après, on a l'autre AOP considéré comme un cru également, c'est l'AOP Ajaccio, qui a été créée quant à elle en 71. En tout cas, à l'époque, c'était les coteaux d'Ajaccio. Jean-Charles doit peut-être avoir quelques souvenirs de cette période. Et donc l'AOP Ajaccio, qui est, elle, caractérisée par un sol granitique et surtout par la mise en avant ou l'expression extraordinaire du chacarel sur ces terres, qui tient peut-être le chacarel, pour le coup, une origine proche d'Ajaccio et de Sartène. D'ailleurs, après, il y a eu un clone qu'on a appelé le Mamolo, qui a été expédié en Toscane, mais ça partait certainement de chez nous. Hein.
Et, et ensuite, voilà, pour les deux principales appellations, les deux plus anciennes, celles qui sont considérées un petit peu comme des crus, je dirais, sur l'île. Après, il y a l'appellation Corse et ses spécificités village, donc tout autour, vraiment situé sur le pourtour de l'île, tout autour, avec à chaque fois une influence maritime qui est importante, marine, et puis voilà des appellations avec des spécificités dues à leur terroir. Donc ça passe de sol schisteux du côté du Cap Corse, la plaine orientale, la côte orientale qui produit aussi d'excellents terroirs sur les piémonts, un petit peu plus à l'intérieur des terres, avec des domaines qui se distinguent aujourd'hui. L'appellation Corse-Porto Vecchio, avec là encore quelques vignerons emblématiques. Je veux citer quand même le domaine Toraccia qui a fondé l'Uva Corse dans les années 70, là encore pour contribuer au renouveau du vin corse. Et puis les appellations Corse Figari, la plus méridionale de Corse et donc de toute la France. Et puis en remontant sur la côte ouest. Sauf Sillaos, à La Réunion. C'est peut-être vrai, tu as raison, pour être plus précis. Oui. Est-ce qu'on est dans le même hémisphère? Non. Donc tu as raison. Et donc voilà, puis en remontant sur la côte granitique, donc sur l'ouest, on a les appellations Corse-Sartène, et puis un peu plus au nord, l'appellation Corse-Calvi, avec là encore des domaines emblématiques. Enfin, pas très loin du désert de Balagne. Eh oui, tout à fait, la Balagne, qu'on appelle aussi le jardin, l'orto, le jardin de la Corse, avec de magnifiques oliveraies notamment, et voilà. Donc un petit tour de Corse rapide pour présenter ces AOP, puis on ne peut pas ne pas parler quand même de l'IGP Île de Beauté, qui produit à elle toute seule le 70% quand même des vins de l'île. Voilà. Et le muscat. Je n'ai pas cité le muscat, c'est une erreur, et pour m'en excuser, je vous montre ce que j'ai dans le verre. C'est un muscat, voilà. Je goûte. Et je sais que tu es un grand amoureux du muscat, ouais. Et oui, pour l'instant, j'en goûte un qui est remarquable parce que, alors, il n'est pas en appellation muscat du Cap Corse. L'appellation muscat du Cap Corse, donc, est située, comme son nom l'indique, dans le Cap Corse et elle englobe aussi la zone de production de patrimoine. Donc, ce sont les vignerons de patrimoine et du Cap Corse qui peuvent produire ce magnifique vin muté, ce vin doux naturel. Mais moi, je goûte un muscat hors appellation. Je peux citer le vigneron, oui, du domaine. Tu peux, tu as le droit, bien sûr. Du domaine Arène, voilà. C'est même recommandé. Hein. Mortamayo, de la cuvée Jean-Baptiste Arène, qui fait un vin non muté, un muscat non muté, sec, de type oxydatif, donc douce robe comme ça, très, très ambrée, très orangée, un vieil or. C'est remarquable, c'est parfait pour l'apéritif et vous accompagner. Alors Jean-Charles, maintenant, place à toi pour Ajaccio, en avant, et ton domaine et tes cuvées. Et maintenant, on veut voir les vignes. Ah ben oui, on pourra voir les vignes après. Oui, après, bon, moi, disons que l'histoire, les relations avec l'AOC, l'AOP, ça a été très charnel au début, parce que quand j'ai repris le domaine, je me suis vraiment rapproché des appellations. Pour moi, la viticulture n'existait que, et les vignerons n'existaient que par les appellations. Et j'ai été d'ailleurs président de l'appellation Ajaccio pendant une dizaine d'années. J'ai été responsable pour la Corse, on était deux pour la Corse au comité régional de l'INAO. C'est grâce à moi si certains vieux cépages sont revenus en appellation. Tu peux en citer quelques-uns peut-être? Oui, ben, il y a le Carcagnolo Nero, il y a le Minustelo, il y a le Codivart, il y a le Bianco Gentile. Non, Barbaros, c'est encore autre chose parce qu'il est déjà en appellation. Pas dans la bonne couleur, mais il est déjà en appellation. C'est vrai. Là aussi, c'est le paradoxe un peu des appellations. Alors, juste pour vous dire un peu, c'est que bon, quand j'ai commencé à sortir les cuvées donc haut de gamme avec mes vieux cépages, des assemblages de 5, 6, 7 cépages corse traditionnels, malheureusement, tous ces vins n'étaient pas en appellation, étaient en vin de France, en vin de table. Et comme j'étais quand même au comité régional de l'INAO, je me suis permis d'amener mes vins en dégustation à l'aveugle au comité régional de l'INAO
Je me rappelle, c'était à Bandol, puisque le Crinao, c'est Corse, PACA. Hein, donc, et j'ai fait goûter. Et effectivement, à l'aveugle, ben, ça a surpris tout le monde. Tout le monde m'a dit, ben, c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est, en blanc, en rouge, enfin voilà. Grâce à cette dégustation, on va dire, il y a eu une procédure de modification de décret d'appellation qui s'est mise en place. Il faut savoir qu'une modification de décret d'appellation, ça dure en moyenne entre 2 et 3 ans. Là, en 6 mois, ça a été réglé pour 3 vieux cépages en blanc et 3 vieux cépages en rouge. Malheureusement que 3, mais enfin bon, c'est déjà mieux que rien. Et bien sûr, on est remonté au niveau national, puisque ça se décide après au comité national de l'INAO. Avec bien sûr les encouragements, enfin, et l'accord de principe du comité régional. Bon, donc je me rappelle plus, le président à l'époque du comité régional, c'était le président de la OP Bandol de l'époque. Ah oui, Michel Bronzo. Voilà, Michel Bronzo, et qui donc avait représenté la proposition, hein, voilà. Et là, on lui a dit, bah, écoutez, oui, c'est très bien, on est tout à fait d'accord et tout, mais c'est là le problème, mais ce n'est pas représentatif des appellations. Donc, on est d'accord pour 10% pour les 3 cépages en rouge et 10% pour les 3 cépages en blanc au total. C'est-à-dire… mais il faut juste dire que ces cépages, ils ont été là pendant des années et des années et des années. Et quand il y a eu les appellations, ils n'étaient pas là. Mais je veux dire, c'est catastrophique, quoi. Ce que je leur ai dit, je ne savais pas que les appellations pouvaient représenter 3000 ans d'histoire. Et du coup, j'ai claqué la porte et je suis sorti du système. Maintenant, je reste dans mon coin. Je ne suis pas là à crier sur tous les toits et à me battre contre les appellations. Pas du tout. Hein. Maintenant, moi, je me bats pour les cépages corses, pour les cépages traditionnels. Maintenant, on les fait rentrer dans les appellations. Je rentre avec eux. Mais je ne rentrerai pas seul dans les appellations sans mes cépages. Enfin, sans les cépages traditionnels qui, entre nous, sont quand même des cépages méditerranéens. Hein. Vous savez que le seul vraiment cépage reconnu identitaire de Corse, c'est le Carcaiolo Nero. D'accord. Les autres ont plus ou moins toujours des cousins, des frères dans d'autres régions. Et petite question, puisqu'on parle des cépages, là, est-ce que tu as ou Raphaël peut répondre aussi, est-ce que vous avez des traces en Corse de plantation en foule, c'est-à-dire avec tous les cépages mélangés, un peu à l'ancienne? Est-ce que ça existe? Et sur quelle complanté, voilà, et sur quelle densité, et avec ou sans porte-greffe? Qu'est-ce qu'il veut répondre? C'est vrai, c'est ce que disait Raphaël tout à l'heure. Effectivement, on a encore quelques vignes, mais bon, principalement, c'est une vigne que travaille Yves Canarel, Terra d'Orati, qui était justement comme faisaient les anciens, c'est-à-dire des petites parcelles engobelées, complantées, c'était des jardins, vraiment. Tu veux dire un mot, Raphaël, peut-être? Non, je voulais dire la même chose. Je faisais allusion à la même parcelle, le Tarador, qui est, comme vient de le décrire Jean-Charles, complanté. Malheureusement, avec une multitude de cépages, hein, pas seulement 2 ou 3. Malheureusement, il y a beaucoup de zones où il y avait des vignes qui ont complètement disparu, où il n'y a plus un cep de vigne. C'est incroyable. Avant, je dirais que ce qui a été quand même un choc, mais attention, je jette la pierre à personne, puisque ça fait partie aussi de ma famille, mais il y a eu un vrai choc quand les Pieds Noirs sont arrivés en Corse avec des techniques, avec du matériel, et les Corses ont complètement oublié, complètement mis de côté toute leur technique ancienne, c'est-à-dire les vignes travaillées en Corse, c'était pas tellement au cheval, c'était surtout au mulet, c'était des petites parcelles avec des terroirs bien choisis, tout ça, ça a été abandonné pour la mécanisation, pour
ben, comme dans beaucoup de régions, le XXe siècle, hein, voilà, le rouleau compresseur qui est passé par là, avec, juste pour l'anecdote quand même, dans les cépages, vous savez, qui sont dans les appellations, vous avez Carignan, Cinsault, Grenache, par exemple, à Ajaccio, on les cite comme cépages améliorateurs. Vous voyez? Ouais. Donc, voilà, après, c'est le XXe siècle, sauf que, en fait, moi, je me suis rendu compte que l'histoire, elle n'a pas commencé au XXe siècle, elle a commencé bien avant, Bien avant. et que bien avant, il y a beaucoup, beaucoup de choses que les anciens avaient compris, et de façon empirique, les choses se transmettaient, et comme ça, je prends un exemple, par exemple, le Barbaros, qui est un cépage très sensible à l'oïdium, c'est pour ça qu'il a été complètement abandonné en Corse. Les anciens le plantaient et plantaient sous le Barbaros de l'ail qui, en fait, permettait de limiter l'intervention, l'oïdium. Avec un effet antiseptique, quoi. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu veux bien nous montrer un peu les vignes? Oui, bien sûr. Et nous parler un peu des cuvées, tout ça, ouais, avec plaisir. Ouais, ça serait cool, là. Il faut que j'arrive à retourner le truc, mais ah oui, si, voilà. Je vais changer de caméra. Oui, je vais vous montrer ça. Après, et en attendant, Raphaël, que Jean-Charles s'installe, il y a une question sur le clonicrosis. Oui. Il y a une avis. C'est quoi ton avis? Alors attends, que vaut le clonicrose? Ouais, c'est une question qui revient souvent, hein. Le clonicrose fait partie de ces domaines emblématiques de Corse, situés dans le Cap Corse, tout en haut, tout au nord du Cap Corse, sur la commune de Machinage, dans un endroit d'ailleurs extraordinaire, sur des sols schisteux. Et c'est une vieille famille qui compte beaucoup. Alors, le clonicrose, et notamment son blanc, hein, parce qu'ils ne produisent pas de rouge, si ce n'est le fameux rap, mais essentiellement du blanc. Et donc, je vais monter juste sur le toit de ma maison, comme ça. Vas-y, Jean-Charles. Raphaël parle pendant que tu t'installes. Vas-y. Oui, pas de problème. Je disais, le clonicrose, dans les années 80 environ, par là, dans ces époques-là, 80, peut-être 90, a eu un succès fou. C'était le vin incontournable de Corse, que tout le monde voulait s'arracher, qui devait absolument accompagner les meilleurs plats, la langouste, et c'était rare de pouvoir en trouver. C'était presque une côte presque exagérée, dans le sens où c'était vraiment le vin blanc de Corse, et de loin, on ne raisonnait que par le biais de ce vin. Bon. Et puis après, pour des raisons techniques, des successions, les générations suivantes, et puis aussi l'arrachage de certaines parcelles de vignes et donc des assemblages de parcelles différents, il s'est avéré qu'il y a eu peut-être un petit peu de retard pris sur des techniques plus modernes, sur des maîtrises ou autres, mais à mon avis, qui ne justifiait pas une réputation mauvaise, mais quand on n'est plus le premier, on devient presque le dernier aux yeux de tous. Oui, alors que c'était absolument pas fondé. Le clonicrose aujourd'hui produit des vins remarquables. Moi, j'ai des souvenirs de vieux blancs qui sont magnifiques. Hein. Voilà, c'est surtout des vins blancs. On peut le citer. Tout à l'heure, Jean-Charles parlait aussi de la capacité de certains capitaux rouges à vieillir. Mais alors, quand on parle de vieux vins blancs, on pense tout de suite à Nicrose. Et pas seulement à ces muscats qui sont remarquables, mais à son Vermentino blanc qui pétrole et qui peut rappeler les. Bon, ils sont pas aussi bons que ceux de Bellay, mais c'est pas mal. Bellay, ils font de belles copies. Bon, allez, on passe la parole à Jean-Charles. Alors, explique-nous ce qu'on voit là. Là, par exemple, vous voyez en premier plan là, la parcelle Montébian. Il faut que tu parles fort parce qu'on t'entend de loin, Jean-Charles. Vous m'entendez là? Ouais, ça va. Ça va mieux? Oui. Oui, donc je disais, là, cette parcelle Montébianco, c'est vraiment la démonstration même du travail de la biodynamie, de la régénérescence grâce à la biodynamie, parce que Montébianco, en fait, je l'ai appelé comme ça parce que c'était la colline blanche. C'est-à-dire que rien ne poussait. J'ai arraché, replanté en 93, et malheureusement, 7 ans après, c'était encore vraiment plus que faiblard. Et quand j'ai commencé la biodynamie, je me rappelle avec le technicien qui me suivait à l'époque, Jacques Mel, il m'avait dit, je lui avais dit cette parcelle, il faut l'arracher parce que c'est vraiment pas intéressant. Et il m'avait dit, laissez, vous allez voir, avec
Là, par exemple, je vais vous expliquer juste une chose. En fait, cette parcelle, Il faut que tu parles un tout petit peu plus près du micro parce qu'on a du mal à t'entendre. je ne sais pas où il est. Ah, bon, tu peux Oui. retourner la caméra peut-être. Oui. Comment oui, donc je disais que cette parcelle, c'est vraiment l'histoire de la biodynamie sur le domaine avec des résultats exceptionnels. Je suis convaincu que sous cette parcelle, vous avez une nappe phréatique éphémère, que les racines fracturent le granit sur le même principe que les anciens cassaient le granit pour faire les maisons. D'accord. Je me suis rendu compte, ben oui, les anciens, comment ils cassaient le granit. Ils faisaient un trou à la main dans du granit. Ensuite, ils mettaient un coin en bois. Et ce coin en bois, quand il fait très chaud, ils l'arrosent. Et la dilatation du bois fracture le granit. Et bien, si vous remplacez le bois par les racines, l'eau par la sève, dans un sol vivant, vous voyez que les racines descendent en profondeur. Et du coup, le problème du stress hydrique est réglé. Vous voyez la parcelle que vous voyez là en face, on est quand même sur une Vas-y, pente à il faut que tu tournes la caméra si tu veux qu'on la voit. Alors, hop. Donc cette parcelle-là, on est sur une pente à 30%, et malgré tout, je fais du 70 hectares. Ah ouais. Ça, c'est la biodynamie. Et c'est parce que je fais du 70 hectares que j'ai cette stabilité, cette fraîcheur, cette légèreté dans mon vin, parce que autrement, je serais en surmaturité, confituré et assez chaud. Et par exemple, la 70 hectares, on ne peut pas être en appellation. Et la dernière parcelle que je voulais vous montrer, c'est tout en haut, là-haut, je ne sais pas si vous la voyez. C'est une parcelle, c'est les derniers essais que je fais. Comme j'ai tendance à le dire chez moi, tout se fait step by step, mais je me sers de marches en granit pour monter sur une autre marche et ainsi de suite. Et du coup, là, j'ai mis en application tout ce que je faisais sur le domaine, c'est-à-dire cette parcelle est en pente à plus de 30%, elle est toute travaillée au cheval, elle a été plantée en américain, en bord de Grèce, et que j'ai choisi, entre autres, et en l'occurrence, le rupestris du Lot, et ensuite, elle est toute travaillée au cheval, vous voyez, malgré la pente, toute travaillée au cheval, et c'est là aussi que Il faut que tu retournes la caméra, on a du mal à t'entendre Jean-Charles, je te remercie, excuse-moi. Et en fait, c'est sur cette parcelle-là que je vais complètement continuer aussi mes fameux essais à l'eau de mer. Voilà. Tes essais à l'eau? À l'eau de mer. Ah, est-ce que tu peux nous en dire un mot? À l'eau salée, on dira. On dira à l'eau salée. Voilà. Bon, je redescends dans la maison parce que autrement, vous n'allez pas m'entendre. Hein. D'accord. Et après, tu peux nous dire un mot, Raphaël, de ce qu'il fait avec l'eau de mer? On peut en parler, oui. Il a une parcelle en particulier, c'est sur son cépage Carcajol lunaire et sur une cuvée toute nouvelle, dont il va vous parler plus en détail, mais c'est une cuvée qui Je vais chercher une bouteille. Je vais chercher une bouteille. Ah, ouais, mais nous, on ne pourra pas goûter. On ne pourra pas goûter comme on fait. Et ne l'applique pas dans ma réserve de 6. Parce qu'il m'en a mis 6 de côté, normalement. Hein. Bon. Alors oui, sa cuvée Valdimar, c'est son nom, fait allusion à la vallée de la mer, donc à la mer et à ses traitements à partir de l'eau de mer diluée, bien sûr, hein, sinon ça dessécherait toutes les vignes, mais il arrive à ne pas traiter du tout au soufre, à la bouillie bordelaise ou à d'autres, ou même au cuivre. Bref, c'est une parcelle qui normalement est vierge de tout autre traitement et en plus cultivée à la traction animale et au cheval. Donc c'est une parcelle unique qui avait fait déjà l'objet d'un surgreffage pour voilà. mettre en place ce Carcajol lunaire. Alors Marc, parle-nous de cette magnifique vallée del di Mare. Alors en fait, là c'est pareil, on va faire un retour historique. Juste une chose aussi pour vous finir sur l'histoire de la cuvée Montebianco. Depuis maintenant 3 ans, sur la parcelle Montebianco, toutes les interventions humaines se font avec un musicien, qui est un ami commun avec Raphaël, qui est Bertrand Cervera, qui est premier violon à l'Orchestre Philharmonique de France. Et la taille, les bourgeonnages, le relevage, enfin tout ce qu'on fait comme intervention se fait en musique. Tout ça pour donner un côté vibratoire à mes vins.
Donc voilà, c'est encore de l'expérimentation, sauf que les anciens en fait chantaient tout le temps. Vous savez, Oui. quand ils partaient au travail, quand ils faisaient des fêtes, les vendanges, les semences, enfin tout. Tu sais, Jean-Charles, et pour avoir, moi je suis un grand passionné de l'histoire. Et j'ai beaucoup lu Bernard de Clairvaux, les Cisterciens. Et donc, si tu veux, pourquoi les moines, alors après, on est croyant ou pas, c'est pas le sujet, mais ils se mettaient en prière avant d'aller travailler la vigne. Et ils chantaient des cantiques dans la vigne pour lier. Bruno Quenu en parle très bien, pour se lier énergétiquement à la vigne et justement amener, puisque le vin va être servi comme vin de messe. Et donc, moi, quand tu me parles de vibration, je me dirais que je trouve ça presque naturel. Oui, non, mais Et c'est dommage qu'on ne le fasse pas plus. Et avec Raphaël et Bertrand, entre autres, et Fabien aussi, enfin, on est en train de monter un petit groupe de personnes qui se posent des questions, qui veulent essayer de découvrir et de comprendre surtout cette relation avec la nature, en passant par les arts, en passant par la musique, en passant par l'énergie, en passant par le ressenti, par l'observation. Qui pour moi pourra ressembler à la nouvelle agriculture du XXIe siècle. Mais bon, ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec Raphaël à l'école, de reconnecter le dégustateur à la terre à travers la dégustation intuitive, par exemple. Oui. Donc, on va parler maintenant de la cuvée Valdimar. Oui. Donc, on parlera d'eau salée, hein, parce que voilà, ça sera plus simple. En fait, je me suis rendu compte, toujours pareil, encore des observations et un côté historique. En Corse, on a toujours eu des vignes, il y en a toujours eu de partout, parce qu'à l'époque, quand tout le monde buvait du vin, parce que beaucoup, c'était du travail physique, hein, le vin, c'est quand même avant tout une boisson énergétique, donc ils buvaient du vin, mais c'est ce que j'appelle, moi, de la vigne jardinage, c'est-à-dire que et on a encore quelques traces dans ces vignes préphyloxériques. C'était des petites parcelles, mais c'était suivi comme un jardin. Vraiment, la moindre grappe touchée par une tache, par une pourriture, c'était nettoyé. Enfin voilà. Mais il y avait quand même des zones où il y avait beaucoup de vignes en Corse. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est surtout de savoir pourquoi il y avait beaucoup de vignes et à quel endroit il y avait beaucoup de vignes. Hein. Et donc, là où il y avait beaucoup de vignes, c'était en bord de mer. Et on exportait même, Fabien Gaveau nous a montré des documents où on parle de Wine of Corsica aux États-Unis. Donc, au XVIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est pas... c'est pas récent. Et donc, il y avait beaucoup de vignes en bord de mer, mais quelque chose d'assez incroyable, c'est que en bord de mer, c'est là aussi où il y avait le plus grand risque d'invasion. C'est-à-dire de razzia, de massacre. Bon. Donc, s'ils plantaient en bord de mer, c'est que c'était vraiment, vraiment intéressant. Et là, on ne parle pas d'un siècle, on parle de dizaines de siècles. Hein, c'est quand même bon. Hein. Donc, c'était vraiment intéressant. Et donc, moi, ce que je me suis dit, tiens, il doit y avoir quand même une influence maritime à tout ça, hein, même si les anciens ne le percevaient peut-être pas comme ça, mais moi, je le ressens comme ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de remettre la vigne dans un environnement maritime, mais avec quand même aussi le bon côté du XXe siècle, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire la biodynamie. Hein. Et dans ces cas-là, bon, c'est de l'eau salée, dynamisée, que je pulvérise sur la parcelle. Et sur cette parcelle-là, ça fait maintenant la 5e année sur la première parcelle où il n'y a pas 1 gramme de soufre, pas 1 gramme de cuivre. Donc, c'est quand même un produit un peu, on va dire, révolutionnaire. Et quand vous goûtez la cuvée Valdimar, vous avez une impression, Raphaël, dis-moi si je me trompe, hein, mais vous avez une impression de descendre dans les abysses de la Méditerranée. C'est vraiment un vin avec une fraîcheur, une minéralité, mais surtout une salinité, on va dire, comment on pourrait dire,
oui, c'est un vin iodé, mais sans que ça soit trop prenant. C'est tout dans la minéralité des fonds marins. Voilà. Donc ça, c'est ma première cuvée. Il y a un petit commentaire de l'ami Daniel Coulon du domaine de Borenard qui dit Ah ben oui. J'adore cette façon de réfléchir à la notion de vie, de vibration, de musique, d'arbre. Effectivement, c'est la viticulture du XXIe siècle. Mais Daniel, je le salue parce que son fils était en stage chez moi et je les connais Antonin très bien. ou Antonin. Ben, je le salue aussi. J'étais au domaine il y a quelques mois seulement et j'ai eu droit à un accueil remarquable. Merci et bonjour Daniel. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Petit à petit, je vois que on m'a noté plasma, oui. Ouais. Effectivement, vous savez que en parlant d'eau de mer, c'est Quinton, avec le sérum de Quinton, qui a démontré que l'eau de mer était capable de remplacer le plasma sanguin. Ouais. Hein? Alors, quand vous mettez tout ça bout à bout, quand vous mettez aussi la mémoire de l'eau, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors après, je ne rentrerai pas dans les détails précis des dilutions et de tout ça, mais je peux vous dire que c'est quand même assez incroyable. Et juste pour vous expliquer quand même ce que j'ai compris avec ces traitements, c'est que vous savez, quand vous faites un traitement, même en biodynamie ou même nous en biodynamie, on met quand même un peu de soufre, un peu de cuivre. On met aussi ce qu'on appelle de la soupe, c'est-à-dire on met aussi des tisanes, des décoctions de prêle, d'ortie, enfin on met de l'argile, enfin voilà, pas mal de choses, mais c'est ce qu'on appelle des traitements de contact, d'accord ? Donc on essaye de couvrir au maximum la feuille, hein, et donc on va couvrir la première pellicule de la feuille. Sauf que c'est sur la première pellicule de la feuille qu'il y a les récepteurs aussi de la plante qui vont transmettre au cerveau l'information qui, lui, du coup, c'est-à-dire on va dire tout le substrat autour des racines et qui vont, du coup, déclencher ou pas des défenses immunitaires. D'accord ? Donc là, l'information passe très bien avec de l'eau, puisque après ça s'évapore, hein, voilà. Du coup, elle a l'information, du coup, elle déclenche des défenses immunitaires. Ça, c'est la première chose que je me suis rendu compte. La deuxième chose que je me suis rendu compte, c'est que sur le même principe, vous avez le raisin et vous avez, vous savez, la pruine qu'on trouve sur le raisin, ces espèces de duvet qu'on a autour des grains. Hein. Il faut savoir, c'est que dans la pruine, c'est là que vous avez les principaux composants des levures naturelles du raisin. Et c'est là que vous avez aussi le départ, on va dire, du soufre que va produire le raisin pour se défendre. Alors là, c'est pareil. Quand vous faites un traitement, en fait, vous anesthésiez tout le système. Du coup, vous avez des problèmes après de fermentation. Et la troisième chose encore plus intéressante que j'ai vue, c'est ce qu'on appelle l'ahoutement des bois. Vous savez que quand les bois brunissent. Voilà, les anciens disaient une vigne qui ahoute bien fait ses réserves pour l'année d'après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ahoutement du bois, c'est le mûrissement du bois, c'est la lignification du bois et c'est surtout, avant tout, la descente de sève. Et forcément, si la sève peut descendre, mais encore faut-il avoir des racines, hein, parce que quand on parle par exemple de vigne avec irrigation, vous avez un bulbe racinaire à 40-50 cm de profondeur, là, ça devient beaucoup plus problématique. Mais si vous avez des racines en profondeur, vous vous rendez compte qu'après, les racines, la sève peut remonter. Et vous savez que les anciens disaient justement, on parle d'ahoutement, parce que cette lignification démarrait au mois d'août. Et moi, aujourd'hui, malgré que je sois en biodynamie depuis plus de 20 ans, la seule vigne qui démarre son ahoutement, qui commence à perdre ses feuilles, qui rougit au mois d'août, c'est celle-là. Donc, en fait, grâce à tout ce système-là, grâce à toutes ces interventions, je suis convaincu que je vais donner une énergie à ma vigne qui va être incroyable. Bon, il y a beaucoup de commentaires qui disent quand est-ce qu'on peut venir te rencontrer, Jean-Charles ? Oui. Bon, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. On pourrait y passer la nuit. On va se quitter dans quelques minutes. Moi, je voulais juste vous passer 2-3 petites annonces. La première, donc, on a
mis en place donc un groupe qui s'appelle Dégustons Autrement sur Facebook, un groupe gratuit, ouvert, où on partage notre pratique de la dégustation intuitive et géosensorielle. Voilà, à travers des vidéos, des exercices, des sondages, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc c'est Dégustons Autrement sur Facebook. Je voulais aussi faire un appel à tous nos participants, puisque on a mis en place au sein de l'école un concours du meilleur apprenti sommelier, qui sera un petit peu dans l'esprit de The Voice, mais en mode sommelier. Donc on aura une demi-finale sur Zoom le 28 juin. Donc, et le public, les votes du public représenteront 70% de la sélection des 3 candidats qui iront en finale. Donc nous, on est un peu moins gourmand que TF1, on ne demande pas des votes par SMS payant, juste un vote gratuit, une participation. Voilà, donc on vous enverra une petite invitation puisque vous nous avez laissé votre adresse email. Donc venez encourager nos jeunes apprentis sommeliers qui sont, il y en a 150 qui sont aujourd'hui en France en train d'apprendre le métier. 7 se sont qualifiés pour la demi-finale, donc il y aura plein d'épreuves auxquelles vous pourrez participer, entre autres un diaporama en direct où il faudra reconnaître des personnages du vin et des paysages viticoles. Donc il y aura peut-être Jean-Charles, le ravisant visage de Jean-Charles qu'il faudra reconnaître, un QCM question sur le vin et également une dégustation de nos apprentis qui présenteront tout ça. Voilà. Je vais laisser un petit mot de la fin à Jean-Charles et puis Raphaël, on se quittera en musique. Si tu veux. Pour faire le présentateur télé. Raphaël nous fera un petit chant polyphonique pour terminer. Je fais un petit coucou à quelques apprenants qui seront samedi en ligne pour la formation de la Revue des Vins de France Académie. Merci à vous tous, c'est toujours un immense plaisir de partager. Un grand merci à Jean-Charles on pourrait rester. Donc je vous engage quand même, parce que moi j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. C'est un lieu magique. Vous faites un crochet par Porticcio chez Raphaël pour prendre quelques cours pour bien connaître la Corse. Et après, vous montez voir notre ami Jean-Charles et vous lui demandez de vous préparer son veau tigré qui est juste incroyable. Je te passe le mot de la fin, Jean-Charles, vas-y. Ah ouais, génial. Ça, c'était la taille au mois de janvier. Génial. Dans la parcelle Montébianca en face. Excellent. Voilà. Un petit mot de la fin peut-être ? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis vraiment convaincu qu'avec le 21e siècle, vous savez qu'on change d'air, on est dans l'ère du Verseau maintenant, enfin, il va y avoir beaucoup de changements, mais je suis convaincu que la vraie agriculture, l'agriculture qui rejoint aussi la biodynamie, mais pas que. Pour moi, c'est vraiment comment être vigneron, c'est être paysan. Être paysan, c'est ressentir la terre, ressentir. Et je sens que de plus en plus, le 21e siècle va voir arriver toute une nouvelle génération de jeunes, d'entrepreneurs. Et je crois beaucoup, bien sûr, aussi à la polyculture élevage avec l'agroforesterie. Je ne vous ai pas parlé de ça. Je fais aussi des essais d'échalade. Tu leur as donné envie de venir te voir, donc ils vont venir. Voilà. Merci pour ton enthousiasme, Jean-Charles. Mais merci à vous, en tout cas, et puis au plaisir de vous rencontrer. Raphaël, un mot de la fin, puis on se quittera en chanson. Moi, je voulais quand même saluer la récente, le récent titre qu'a obtenu Florent Martin, meilleur sommelier de France depuis lundi. Meilleur sommelier de France, c'est un titre que tu connais. C'est un Corse. C'est un Corse, c'est ça le petit clin d'œil. C'est que Florent est issu de la ville d'Ajaccio. C'est un ami, c'est un voisin. Je l'ai vu grandir. Il a à peine 30 ans. Il a œuvré 11 ans au Georges V. Il a fait d'autres beaux établissements et s'en va maintenant. Il devient chef sommelier, merci, au Péninsula. Voilà. Donc, quel beau parcours. Très beau parcours. C'est un garçon de cœur. Ouais. Oui, vraiment. De cœur, de passion, une grande humilité, enfin toutes les qualités que se doivent d'avoir un bon sommelier.
Bon, tu vois, le public réclame le chant de fin. Qu'est-ce que je peux vous chanter? Alors, une polyphonie, comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est normalement à plusieurs voix, comme son nom l'indique. Oui, mais Phonie. Donc, il faudrait chanter presque un lament ou quelque chose comme ça, mais les laments, ils sont trop tristes. Donc, peut-être un petit chant d'un prisonnier corse qui regrettait sa liberté et qui écrit une lettre à sa maman pour lui dire qu'il aimerait la rejoindre et écouter le chant des oiseaux de la nature. Ça fait comme ça. Mamma risponde un po' su e le vostre dolente chiame. Troppo misera di addosso e misero della fame. Mamma, la vostra tristezza mi dà tanta amarezza. Voilà. merci, merci Raphaël. Un immense merci à vous tous. Moi, je vous envoie, moi je me tente pas à chanter, je suis mauvais. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, plein de vibrations et buvez corse, buvez bon et buvez juste. Salut. Salute, salute. Moi, j'ai bu fini mon verre. Allez, plein d'amour et plein de bienveillance pour tout le monde. Au revoir et merci à Bonne tous. soirée à tout le monde.